Une enquête sur les Bantoustans en Afrique du Sud, une histoire de frontières sur les cartes et dans les têtes. C'est tout de suite dans le grand angle du 64 minutes. Avec deux invités avec nous donc pour parler de l'Afrique du Sud. D'abord Myriam Ousset-Olchou, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes géographe, professeur à l'université de Grenoble-Alpes et passionné de l'Afrique du Sud depuis près de 25 ans. Hélas, le temps passe. Le temps passe. Et puis Sylvain Venner, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, vous êtes aussi professeur à l'université de Grenoble-Alpes et vous étiez d'ailleurs venu récemment dans 64 minutes, entre autres pour une histoire du monde au 19e siècle avec Pierre Singaravelou. Alors tous les deux, donc avec 5 autres participants, vous avez réalisé une enquête, une mission en voyage, vous allez nous dire, une mission pas banale en Afrique du Sud. Vous étiez donc 5 universitaires, des historiens, des géographes comme vous, et puis aussi, je crois, un dessinateur et un photographe. En quelques mots, je voudrais savoir quel était l'objectif de cette mission et quel était votre rôle à chacun de vous. D'abord, peut-être on peut commencer par vous, Myriam Ousset-Olchou. Alors, l'objectif de cette mission, tel qu'il était prévu initialement, c'était d'aller voir en Afrique du Sud les traces des frontières des Bantoustans. C'est-à-dire des zones qui étaient réservées sous le régime d'apartheid aux Noirs. Alors on va regarder une carte justement de l'Afrique du Sud qui avait donc ces Bantoustans. Il y avait 10 Bantoustans. Je crois qu'il y en avait 6 autonomes et 4 qui vont devenir indépendants à travers les années. Donc on peut le dire, c'était une sorte de réserve de Noirs. Absolument. Ce sont des réserves de main-d'œuvre que l'apartheid met en place à partir de la fin des années 1950 pour exploiter sa population noire tout en lui enlevant sa citoyenneté sud-africaine progressivement. Tel est le projet et tel est effectivement le projet qui a abouti dans les 4 Bantoustans qui deviendront indépendants, ou plus exactement à qui on aura imposé l'indépendance contre l'avis des populations. Sylvain Venner, quel était votre objectif en participant à cette mission en Afrique du Sud ? Le projet, c'était d'essayer de voir ce qu'il en restait aujourd'hui. C'est-à-dire, depuis 1994, évidemment, ces Bantoustans ont disparu, ces homelands ont disparu. Et notre intention, c'était de voir si il y avait des traces spatiales de cette ancienne organisation sociale de l'Afrique du Sud. Oui, parce que cette ségrégation, c'était une ségrégation géographique, sociale et aussi dans les têtes. Oui, c'était surtout ça, puisqu'en réalité, l'originalité de la carte qu'on a vue, elle est extrêmement parlante, parce que pour des historiens, c'est une carte qui évoque plutôt d'anciennes frontières à l'intérieur de l'Europe. On pense au Saint-Empire romain germanique, par exemple. On pense à des frontières d'avant les traités de Westphalie. C'est-à-dire des lieux, car ce sont incontestablement des lieux, qui manifestent des différences de statut, mais en réalité, ces frontières, ce sont des individus qui les portent en eux-mêmes. Quand vous allez, là, si on peut voir la carte à l'écran, quand on passe au Bophuthatswana dans le nord du pays, on voit bien que le Bophuthatswana, c'est un Bantoustan complètement éclaté, et en théorie, les individus peuvent parfaitement passer d'une tache violette à une autre tache violette en traversant le territoire blanc de l'Afrique du Sud et en transportant en quelque sorte leurs frontières avec eux. Alors aujourd'hui, les frontières de ces Bantoustans, elles ont disparu en fait sur le papier. Elles ont disparu sur le papier, elles ont disparu le soir même des premières élections démocratiques de 1994. Mais en fait, elles sont toujours là. Mais à partir du moment où, pour revenir un tout petit peu sur l'histoire, on a un pays qui se débarrasse volontairement d'une petite partie de son territoire, 13% de son territoire, pour y enfermer 70% de la population. C'est énorme. Ce qui est énorme. Dans des lieux où il y a très peu de ressources, on a évidemment des lieux qui sont très pauvres, des lieux où l'agriculture est difficilement possible, des lieux sans ressources, dont on voit effectivement encore les traces aujourd'hui. Mais vous, en tant que géographe, justement, votre but, c'était d'essayer de retrouver les traces de ces frontières. Et souvent, vous expliquez dans le livre que vous partez avec votre GPS, parfois vous perdez, parfois vous retrouvez des traces, des morceaux de murs ou des bornes, et puis parfois rien du tout. Donc qu'est-ce qui reste de ces frontières, en fait, physiquement ? Physiquement, effectivement, ça va dépendre des endroits. Il y a des endroits où on n'a pas trouvé grand-chose, mais aussi parce que ces frontières n'ont pas toujours été marquées dans l'espace. On le voit plutôt par le paysage. Un paysage qui change de chaque côté de l'ancienne frontière, où on a d'un côté quelque chose, un paysage pauvre, avec beaucoup de gens qui habitent dans une zone rurale, et juste de l'autre côté, des grandes exploitations agricoles riches, qui aujourd'hui encore appartiennent aux Blancs.
Alors vous expliquez dans le livre, vous êtes beaucoup déplacé en voiture, certes, mais aussi vous avez beaucoup marché. Qu'est-ce que vous avez ressenti, découvert, que vous ne sachiez en partant dans ces homelands, dans ces Bantoustans? En ce qui me concerne, beaucoup de choses, puisque c'était aussi le pari un petit peu de ce voyage fait à 7. C'était de partir avec, pour une part, des spécialistes. Alors Myriam était notre guide en Afrique du Sud. Pour une autre part, des spécialistes du paysage ou de justement ces anciennes frontières d'avant les traités de Westphalie, mais qui ne connaissent pas le paysage de l'Afrique du Sud. La plupart des participants ne connaissaient pas l'Afrique du Sud. Non, moi je n'y étais jamais allé. On était 4 dans ce cas-là. Et ça procédait aussi d'une logique qui n'est pas tout à fait une logique universitaire pour le coup, qui est plutôt une logique qui est celle du voyage romantique, c'est-à-dire tel qu'il a été codifié au début du 19e siècle, c'est-à-dire de partir sans, a priori, sans avoir même regarder un guide sur la question. Et pour essayer de confronter le regard à l'intérieur même d'une équipe qui est malgré tout une équipe d'universitaires et d'artistes, pour essayer de confronter le regard du savant et celui qui, de ce point de vue-là, est un ignorant. Et justement, qu'est-ce que ces Bantoustans que vous avez découverts en les traversant vous ont dit de la réalité de l'Afrique du Sud d'aujourd'hui? Pour commencer, l'absence totale de mémoire des Bantoustans. Dans la plupart des lieux, quand on rencontrait des gens et qu'on leur demandait « mais vous vous souvenez, où passez la frontière ?», c'était une question qui n'avait aucun sens. Elle a d'autant moins de sens que cette carte qu'on voit, cette carte des anciens Bantoustans, c'est aujourd'hui aussi la carte des zones de grande pauvreté en Afrique du Sud. Je parle sous le contrôle de Myriam, évidemment. Et cette réalité-là, elle est beaucoup plus importante qu'une réalité qui remonte en fait à 1994. On a parlé avec des jeunes gens. C'est comme si dans l'Europe d'aujourd'hui, vous parlez à un gamin de 15 ans de la guerre froide et de l'Europe d'avant le mur de Berlin et d'avant le rideau de fer. En fait, c'est quelque chose qui a complètement basculé dans l'histoire. Et c'est aussi intéressant de se rendre compte de ça. En tout cas, dans la mémoire collective des Sud-Africains, c'est une période, enfin, cette histoire des Bantoustans, elle n'existe pratiquement pas, vous le dites dans le livre. Cette période, on ne s'en souvient pas en tant que telle. On se souvient bien sûr dans les générations antérieures et puis dans le discours politique de la période de l'apartheid et surtout de la lutte contre l'apartheid. Par contre, effectivement, le rapport à l'histoire est très curieux parce qu'on n'a pas cette mémoire. En même temps, on vit dans les conséquences de ce régime, les conséquences sociales et les conséquences politiques. Oui, mais on pourrait se dire que maintenant que la majorité noire est au pouvoir, justement, il y aurait une réflexion sur l'histoire, sur le passé de ce pays. Alors il y a eu des tentatives de réconciliation, disons, plus politique, mais pas encore cette histoire-là. Non, c'est tout à fait ce que dit mon ami François-Xavier Fauvel, qui est historien spécialiste de l'Afrique du Sud, c'est que ces Bantoustans, c'est un angle mort de l'histoire de l'Afrique du Sud. Et pour les historiens comme moi, ignorants de l'histoire de l'Afrique du Sud, ça évoque absolument ce qui se passe dans la France des années 60 et du début des années 70, avant le livre de Paxton, sur la France de Vichy. C'est-à-dire, est-ce qu'on a aussi vraiment envie de savoir dans la société d'Afrique du Sud aujourd'hui ce qu'ont été les Bantoustans, étant entendu que pour une partie d'entre eux, et une partie notable, c'est tout à fait le cas de ce Bophuthatswana dans le nord du pays, les autorités du Bantoustan étaient en réalité des autorités collaboratrices du système d'apartheid. Quel est le statut aujourd'hui de ces Bantoustans dans l'Afrique du Sud d'aujourd'hui ? Ces Bantoustans n'existent plus. Ils ont été réintégrés dans les nouvelles provinces qui ont été redécoupées dans les années 1990. Donc les habitants de ces Bantoustans, enfin de ces ex-Bantoustans, sont des citoyens sud-africains à part entière. Absolument. Et certaines anciennes capitales de Bantoustan sont même devenues des capitales provinciales. Alors si on fait un petit peu de politique actuelle, qu'est-ce que la fin de l'apartheid, qu'on a Nelson Mandela et puis Zuma aujourd'hui, avec les difficultés qu'on connaît dans ce pays, a changé en fait fondamentalement dans la perception de l'apartheid que les Blancs ont en fait vis-à-vis de la majorité noire et des autres, parce que aussi les Métis et les Indiens, enfin il n'y a pas que la société sud-africaine est multi. La perception que les Blancs ont du régime d'apartheid en 25 ans, presque, depuis la fin du régime, a beaucoup évolué. Il y a toute une série de Blancs qui déjà étaient aux côtés du combat contre l'apartheid. D'autres ont fait amende honorable et d'autres essayent de se retrancher dans leurs privilèges. Aujourd'hui, ils sont plutôt sur une position d'accuser le gouvernement du président Zuma de ne pas faire assez pour le développement de l'Afrique du Sud et ne pas faire assez pour leur communauté en particulier. Est-ce que vous, le voyage que vous avez fait pendant ces 15 jours l'année dernière en Afrique du Sud, a changé votre perception de ce pays que vous connaissez bien, parce que vous avez été plusieurs fois ?
Non. Ce qui m'intéressait en y allant, c'est de justement voir à quel point le passé marque encore et où est-ce que le passé et comment est-ce que le passé marque encore l'Afrique du Sud actuelle. Et justement, alors l'Afrique du Sud actuelle, on l'a vu ces images là, du congrès de l'ANC qui va décider justement demain son nouveau chef. Comment vous voyez l'avenir de ce pays ? Un pays complexe, un pays difficile à cerner, à comprendre. Alors c'est toujours un peu difficile de faire de la prospective. Là, pour l'instant, à l'heure où nous parlons, il est probable que ce soit Cyril Ramaphosa qui soit élu successeur de Jacob Zuma. C'est l'actuel vice-président. C'est l'actuel vice-président. C'est quelqu'un qui a vraiment participé au combat contre l'apartheid de l'intérieur. C'est aussi quelqu'un qui, depuis, a fait beaucoup d'argent et est lié au grand capital. Mais qui, en même temps, s'oppose à l'actuel président qui est accusé de corruption, entre autres, et à l'ex-femme du président actuel, qui est sa principale concurrente pour la présidence du pays. Vous, en tant qu'historien, ce voyage, ça vous a donné l'envie d'écrire un jour un livre sur l'histoire contemporaine de l'Afrique du Sud ? Alors j'en serais bien incapable parce qu'il faut des... Vous avez fait le parallèle avec Vichy, peut-être que on pourrait faire ce travail que vous avez fait, enfin que vous avez cité en tout cas sur Vichy. Oui, alors il serait sans doute intéressant de convoquer plusieurs historiens, de travailler en groupe, comme moi j'aime le faire sur ces questions-là. Il faut aussi penser que cette Afrique du Sud et cette Afrique du Sud de 1994, c'est aussi ça a aussi été un espoir incroyable quand au moment où Mandela est arrivé au pouvoir. Prend le pouvoir, bien sûr, d'autant plus qu'au même moment, à quelques semaines près, démarre le génocide rwandais. Et ce sont aussi deux événements qui fondent en quelque sorte le regard qu'aujourd'hui on pose sur l'ensemble du continent. Merci à tous les deux, en tout cas pour tous ceux qui sont passionnés par l'Afrique du Sud. Je le disais, un pays complexe, pas toujours facile à comprendre. Il faut vraiment l'étudier, parfois de l'intérieur, comme vous l'avez fait. Donc je renvoie à ce livre, Histoire de frontières, au pluriel, une enquête sud-africaine, donc signé par 5 universitaires. Et puis on n'a pas parlé du photographe et du dessinateur qui vous accompagnait. Mais Yvan Basso et Jean-Philippe Stassen. On voit beaucoup de ces photos dans le livre. Voilà, merci à tous les deux.